Alors en effet, d'abord, je dois vous dire quand même le bonheur absolu qui est le mien depuis ce matin. J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est un rêve que nous avions formé il y a des années et des années, de voir la doctrine s'emparer de sujets comme ceux qui sont au programme de ce colloque. J'ai l'impression, voilà, évidemment, tout ceci est un chemin qui n'est pas encore abouti, mais c'est extraordinaire de voir le degré d'investigation auquel on assiste aujourd'hui de la part de l'université et d'interaction aussi avec les praticiens par rapport à ce qui existait ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. C'est proprement extraordinaire. Et on voit que c'est de ces interactions-là, si on reprend, et c'est pas du tout le but de mon intervention aujourd'hui, mais si on reprenait les grandes étapes de la jurisprudence ces dernières années, on pourrait tracer à chaque fois, quand il y a eu des sauts évolutifs, leurs sources, à travers notamment le fait que un certain nombre d'universitaires enfin ont accepté de s'emparer de ces sujets qui paraissaient complètement rébarbatifs. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est rébarbatif, vous allez le sentir comme ça. Mais une fois de plus, moi, je ne suis là que pour mettre entre vos mains, messieurs, mesdames les universitaires, des questions qu'il est urgent de traiter. Alors, et que nous ne savons pas traiter parce que nous ne sommes que des praticiens. Le sujet, c'était parler des petites fiches Anadoc qui sont parues depuis quelques mois. Et je l'ai bien volontiers accepté parce que je voudrais vous en dire un mot. Et puis, c'est devenu ce titre très pompeux, très ronflant pour moi, qui ne devrait pas être, qui devrait être celui d'un universitaire, puisqu'il est désormais question de parler de la frontière entre dommages et préjudice. Diable, qui suis-je pour parler de ces notions? Eh bien, il se trouve que dans les jours, dans les semaines qui ont suivi la mise en ligne de ces fiches Anadoc dont je vais vous parler aujourd'hui, a émergé très vite, a réémergé très vite, et non plus sous la plume de professeurs ou de théoriciens, mais sous celle de praticiens, d'avocats et d'assureurs, cette question du dommage et du préjudice. Et finalement, nous avons mis des mots sur une réalité qui, d'une certaine manière, était face à nous depuis très longtemps et que nous nous n'arrivions pas à formaliser et qui relève de cette problématique entre le dommage et le préjudice. Alors, aujourd'hui, je vais, en essayant d'activer un partage d'écran, non pas vous montrer un document que j'aurais préparé, d'abord parce que je suis très paresseux, mais aussi parce que, peut-être aussi un tout petit peu, parce que voilà, je fais partage d'écran et puis ça marche. Voilà, non, ça marche pas. Enfin, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Et puis aussi, voilà, parce que je voulais attirer votre attention sur d'autres documents que les miens, et en particulier cet éditorial récent de la Revue française du dommage corporel qui fait l'honneur à l'Anadoc de le mentionner. Donc c'est la revue très récente là qui est sortie, qui concernait juillet, août, septembre 2020. Et nous avons un éditorial sur l'expertise médicale au cœur du dispositif d'offre transactionnelle, mais qui en réalité, comme vous le voyez, c'est un éditorial de notre amie Isabelle Bessières-Roch et qui reprend cette distinction entre le dommage et le préjudice. Et je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer pourquoi en réalité on parle de l'Anadoc et de la Rédoc en parlant de cette distinction. Alors, Isabelle Bessières-Roch commence par nous rappeler de façon tout à fait argumentée l'origine de cette distinction. Donc, elle commence par le droit romain. Elle nous explique que cette distinction a été reprise dans un certain nombre d'ouvrages, bien sûr dans l'ouvrage de référence de Madame Lambert-Fèvre et de Madame Porchy-Simon, et à l'époque dans le rapport de Madame Lambert-Fèvre, qu'elle a également été reprise dans le rapport d'Intillac. Et elle nous explique, ce qui a été rappelé ce matin par plusieurs intervenants, que, vous l'avez sous les yeux, le dommage relève du fait, de l'événement qui est objectivement constatable, et que le préjudice relève du droit, qu'il exprime l'atteinte
au droit subjectif. Toute cette sorte de considérations, effectivement, sur lesquelles un certain nombre d'entre nous ont, j'allais dire, appris la matière. Enfin, c'est vraiment une distinction cardinale. Enfin, je pense qu'on on est un certain nombre, peut-être nous sommes tous à avoir l'ouvrage de Madame Lambert-Febvre et Madame Porchy-Simon sur notre bureau. C'est mon cas. Et évidemment que cette distinction dommage-préjudice, elle est fondamentale et elle est une épine dorsale de notre matière. Mais ce qui est très intéressant, c'est la conséquence qu'en tire la Rédoc. Et quand je dis la Rédoc, d'ailleurs, c'est pas un abus de langage, je pourrais dire la communauté des assureurs et des fonds de garantie dans le domaine médico-légal. Et cette conséquence qui en est tirée, c'est celle que nous explique Isabelle Bessières-Roch, et autant jusqu'au paragraphe que vous avez en haut de cette page, j'aurais pu, si on en avait fait l'honneur, ce qui aurait été vraiment extraordinaire pour moi, co-signer tout ce qui avait été écrit, j'en aurais été très flatté. Autant à partir de ce paragraphe-là, on ne peut plus co-signer, nous, les conseils de victimes, parce que là apparaît vraiment notre divergence. De cette opposition dommage du fait, préjudice du droit, et de cette constatation qu'on peut encore partager, qui dit que il peut y avoir un dommage sans préjudice. On pense par exemple aux dommages causés à soi-même qui ne vont pas donner lieu à indemnisation. En revanche, tout préjudice a sa source dans un dommage. On peut encore partager ça sans difficulté. La conséquence qui arrive tout de suite est la suivante. Cette distinction est importante, notamment parce qu'elle délimite les fonctions des experts, sous-entendu essentiellement les médecins. On pourrait parler aussi des experts techniques, mais en réalité là, ce sont les médecins qui sont principalement désignés, et des juristes. L'expert ne devrait connaître que des questions relatives aux dommages corporels. Le juriste, juge ou régleur, évalue ensuite les préjudices en concluant cette évaluation par leur chiffrage financier. Autrement dit, la distinction dommage-préjudice est l'assise d'une autre distinction, d'une autre séparation, qui est celle des médecins et des juristes. Souvenez-vous de l'intervention de Dominique Arcadio tout à l'heure, qui nous disait à quel point aujourd'hui encore, et je partage ce qu'il a dit sur la crise du Covid, qui a évidemment, comme toutes les crises, fait réémerger ce qui parfois était caché, le meilleur et le pire. Et bien évidemment, l'un des premiers réflexes, ça va être de dire, si quelqu'un doit quitter la réunion, bien évidemment, c'est le juriste, qui n'est là que finalement par admission, par tolérance d'une certaine manière, mais qui n'est absolument pas nécessaire à la réunion en elle-même pour qu'elle ait lieu. Culture de la séparation du médical et du juridique, qui se traduit par une volonté qui existe encore aujourd'hui, même si encore une fois les juristes commencent à être tolérés depuis un certain nombre d'années, mais de séparer les corps. Cette distinction entre dommages et préjudice a inspiré tous les travaux de la Rédoc depuis sa création il y a 40 ans. Cette distinction est sa conséquence. Et regardez l'architecture, les collèges de médecins, les collèges de juristes, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et la divergence, et finalement c'est un vrai début d'accord, parce que pour finir par travailler ensemble et trouver un accord, tous ceux qui ont conclu des transactions le savent, il faut commencer par être d'accord sur son désaccord. Et nous sommes d'accord sur notre désaccord. Nous sommes d'accord sur notre désaccord. Isabelle Bessières-Roch le dit, dans ses fiches comparatives, la base de données créée par l'ANADAVI, l'ANAMEVA récemment, l'ANADOC, fait malheureusement, dit-elle, et je comprends, c'est un malheur pour la Rédoc, un mélange quasi constant entre ce qui relève du rôle du médecin et du rôle du juriste indemnisateur. Oui, 3 fois oui, nous avons pris le parti, et nous l'avons pris unanimement entre une équipe de médecins et une équipe de juristes, de faire travailler ensemble des médecins et des juristes. Alors pourquoi avons-nous pris ce parti? Nous avons pris ce parti parce que, si je reviens à l'affirmation juste précédente, qui nous dit tout préjudice a sa source dans un dommage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un dommage source, l'atteinte corporelle au sens large, et puis une série de préjudices. Conceptuellement, tout ceci est parfaitement valide. D'un dommage découleront un certain nombre de préjudices. Sauf que, en pratique,
Cette idée de dommage-source déclinable en multiples préjudices est le contraire, vous m'entendez bien, le contraire, et je ne veux pas dire que c'est une chose récente puisque c'est écrit sur l'éditorial d'Isabelle Bessières-Roch, ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça, et le contraire de la pratique effective de la mise en œuvre des préconisations de la RÉDOC. Oui, il n'y aura pas de préjudice sans dommage, mais il n'y aura pas de préjudice sans dommage, comment dirais-je, spécifié par rapport à un préjudice futur. Il n'y a pas de dommage source pour la RÉDOC. Il y a des dommages qui sont déjà calibrés, qui sont déjà fléchés. Si le petit dommage source d'un seul préjudice à quoi il est destiné n'existe pas, la reconnaissance d'un préjudice subséquent, d'un préjudice qui découlerait d'un dommage mais qui n'aurait pas été nommé en tant que tel dans l'expertise, n'existera pas. Je mets au défi notre assemblée du jour, ceux que vous contacterez ultérieurement, de me donner des exemples sans intervention d'un conseil spécialisé, dans des expertises amiable, dans un processus qui se fait selon, j'allais dire, le déroulé prévu par les process de la RÉDOC, de trouver des préjudices qui auront été, comment dirais-je, induits de dommages qui n'étaient pas, dès l'origine, fléchés par ces préjudices. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et la raison est là, vous l'avez sous les yeux, pour laquelle il nous a semblé, et nous militerons en ce sens, et je le dis à Isabelle Bessières par votre intermédiaire, et je lui redirai et je lui écrirai, nous allons persévérare diabolicum que nous sommes, nous allons multiplier les occasions de contact, de confrontation entre le droit et la médecine. Pourquoi? Pas pour confondre le dommage et le préjudice, mais pour que les besoins de reconnaissance d'un dommage correspondant ensuite à un préjudice puissent être tous exprimés, pour que le carcan d'une mission ou d'une fiche à RÉDOC ne verrouille pas définitivement la possibilité ultérieure de faire reconnaître un préjudice. Alors, je ne veux pas d'échappatoire, je ne veux pas donner d'exemples choisis par moi qui seraient choisis à dessein pour éviter ce que l'on nous reproche. Alors, je vais prendre l'exemple qui est donné par Isabelle Bessières-Roch dans son éditorial. Elle donne un exemple qui est tout à fait intéressant, qui est celui de la perte de chance en matière de préjudice d'agrément. Et Isabelle Bessières-Roch nous dit, et je ne vais pas gloser sur ce qui a été dit sur la nomenclature qui n'est qu'indicative, mais elle nous dit, la jurisprudence, la nomenclature ne parle pas de perte de chance pour le préjudice d'agrément, et je lis ce que j'ai sous les yeux, la notion de perte de chance est une notion juridique, et aucun médecin ne saura lire dans une boule de cristal pour déterminer si une victime aurait voulu pratiquer telle ou telle activité sportive ou de loisir dans l'avenir. Très bien. Tout à fait d'accord avec ça. Sauf que si vous assistez à un jeune enfant qui, par hypothèse, n'est pas dans la case victime ayant des loisirs antérieurement au dommage, et que vous dites le petit frère est devenu champion de judo, la sœur a fait je ne sais quelle discipline, etc. On est dans une famille très sportive. Et donc, je considère que compte tenu d'un environnement social, on n'est pas dans le droit, on n'est pas dans la médecine, pardon, on est vraiment dans une dimension sociale. Il y a des éléments qui font que on peut penser que cet enfant, compte tenu de son milieu, a véritablement subi une perte de chance d'accéder à, par exemple, pour reprendre ce que je viens de dire, des loisirs sportifs. Si j'attends l'issue de l'expertise, sans avoir exprimé cela, qui n'est pas de la médecine, lors de l'expertise, et sans avoir obtenu quelle réponse de la part des médecins? Pas une boule de cristal pour dire qu'il aurait fait du judo, pas une boule de cristal pour dire qu'elle aurait été championne de natation synchronisée, juste, alors qu'il n'y a pas de loisir antérieur et qu'on n'est pas dans la case préjudice d'agrément, juste la confirmation que des éléments sur lesquels je dirai plus tard qu'il y a une perte de chance correspondent bien à une réalité médicale. Oui, maître, cet enfant n'aurait jamais pu faire de patinage artistique ou n'aurait jamais pu faire de judo. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non, de réclamer cette perte de chance devant un juge? Isabelle Bessières-Roch cite 3 arrêts qui l'ont refusé, dont acte. 3 arrêts l'ont refusé, mais
Est-ce qu'on pourrait relire ensemble l'article 145 du Code de procédure civile ou tout simplement se demander à quoi servent les expertises? Est-ce que les expertises ne servent pas précisément à permettre ultérieurement aux régleurs de discuter? Est-ce que j'ai besoin d'être certain d'obtenir cette perte de chance de pratiquer une activité sportive pour qu'un médecin me dise « oui, maître, c'est possible ». Bien sûr que non. Sauf que si on ne me le dit pas au stade de l'expertise médicale, là, pour le coup, il est certain que jamais, dans la mesure où nous n'aurons pas l'indication au moment de ce débat, là, il est certain que jamais je ne pourrai l'obtenir, puisqu'en effet, nous n'aurons pas la réponse médicale, le maillon médical à la demande qui, en effet, ne relève pas que de la question médicale. Et cet exemple est très parlant. Il est typique de la raison pour laquelle, de la raison principale, car au fond, sur les questions purement techniques, on s'aperçoit, et c'est une bonne surprise, et tant mieux que finalement, il y a guère de divergence. Plus on rentre dans des questions très pointues de technique médico-légale, et puis on s'aperçoit que finalement, et heureusement, encore une fois, ce que nous disent les médecins de la NADOC n'est pas très différent de ce que diraient les médecins de la REDOC. Mais ça pour le coup, cette appréhension-là, cette ouverture vers une série de questions qui ne sont plus formatées, qui ne deviennent donc plus des barrages à la suite. Ça, pour le coup, c'est une divergence fondamentale entre l'ANADOC et la REDOC. Alors, j'avais prévu, bien sûr, de donner 2 exemples. Il est évident que je n'aurai même pas le temps d'en donner la moitié d'un, en plus de celui que donnait Isabelle Bessières. Je vais quand même les citer. Celui que je ne développerai pas ici, c'est celui du préjudice professionnel. Je vous invite, et c'est ce que je veux faire avec vous, je vous invite à aller vous promener, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, on va le faire ensemble 2 minutes, sur le site de l'ANADOC. Bon. Vous irez voir les fiches sur le préjudice professionnel. Quelle est la révolution de ces fiches? Il n'y en a pas spécialement, c'est tout simplement d'essayer de multiplier les, comment dirais-je, les questions. Quand je dis multiplier, il doit y en avoir 7 ou 8, hein, les questions précises sur l'environnement professionnel, que ce soit la question des transports pour se rendre sur son lieu de travail, cette question toute bête de savoir si la victime est contrainte dans ce domaine-là, que ça soit toute une série d'autres questions sur l'environnement professionnel qui tout simplement vont éviter d'avoir ces expertises qui sur le chapitre incidence professionnelle diront oui, non, parce que il ne faut pas se cacher la réalité, c'est encore comme ça que sont rédigées beaucoup d'expertises aujourd'hui, où on dit, attendez, l'incidence professionnelle, c'est pas de la médecine, hein, c'est pas de la médecine. Donc on va juste mettre oui, non. Mesdames et messieurs, les analystes de la jurisprudence qui vous arrachez les cheveux quand vous en avez plus que moi sur les questions de l'incidence professionnelle en disant mais comment va-t-on s'en sortir avec ces multicritères, avec ces difficultés ensuite pour le régleur, pour le magistrat de s'y retrouver dans les différents domaines de l'incidence professionnelle. Bien sûr qu'il y a peut-être de multiples facteurs à cette difficulté, mais n'allez pas chercher le premier de ces facteurs plus loin que dans le caractère plus que fruste des expertises sur le préjudice professionnel, au motif, et j'ai quand même envie de dire au prétexte, que l'analyse globale et l'analyse finale, si j'ose dire, est bien évidemment une analyse de régleur et une analyse de magistrat. Il ne faut surtout pas donner les prémices médicaux parce que, mon Dieu, c'est le domaine des régleurs, sauf que quand les régleurs arrivent, ils n'ont plus les accroches médicales, ils n'ont plus cette interaction avec les petits éléments médicaux ou non médicaux, mais c'est au médecin à ce moment-là de dire, eh bien écoutez, ça pour le coup, ce n'est pas de la médecine, mais je note votre question, elle est légitime et vous la verrez avec les régleurs. Il y a une grande différence, une énorme différence en pratique quand on est au stade de règlement, entre une expertise qui vous dit je note cette question, mais elle relève des régleurs, et une expertise qui ne dit rien sur un sujet. Car un certain nombre de gestionnaires, et là encore, je mets au défi les praticiens qui m'entendent ici de me dire le contraire, vous répondent systématiquement que quand une question n'est pas mentionnée quand un sujet n'est pas mentionné dans l'expertise, ils n'ont pas la possibilité de faire une offre. Alors, on peut me sortir la langue de bois en me disant que les juristes ont une latitude, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est faux. C'est peut-être pas totalement faux
quand on a un inspecteur avec beaucoup de marge de manœuvre ou quand on est dans des circonstances très particulières et nous avons une vision biaisée, nous les avocats spécialisés, mais c'est totalement faux en pratique. Alors l'autre exemple que je voulais vous donner et que je voulais développer, et je ne le développerai pas, mais je voudrais quand même le mentionner, c'est, et je vous invite vraiment à aller regarder l'affiche parce que vous avez une illustration, je pense presque la plus parfaite de ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, c'est la question du déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire est le plus grand échec des avocats de victimes, de ceux qui accompagnent les victimes. C'est un échec majeur. Nous ne sortons pas d'une barémisation totale du déficit fonctionnel temporaire. Rendez-vous compte, on navigue dans une échelle la marge de manœuvre est de 3 à 5 euros, c'est-à-dire qu'on est entre 25 et 30 euros par jour. Voilà la marge d'individualisation que l'on a pour rendre compte des particularismes d'un déficit fonctionnel temporaire. C'est vraisemblablement de tous les postes de préjudice de la nomenclature le poste le plus verrouillé. Et ce qui est tout à fait passionnant, et on a essayé d'en rendre compte de manière assez synthétique dans la fiche sur le déficit fonctionnel temporaire de l'ANADOC, ce qui est très passionnant, c'est que quand vous allez, et on s'en est aperçu et il faut leur en rendre acte, quand vous allez regarder les préconisations de l'AREDOC sur le déficit fonctionnel temporaire, en réalité, vous y trouvez une assez grande fidélité à ce qu'est ce poste. Vous y trouvez notamment la possibilité dans le texte explicatif d'une forme d'individualisation. Vous y trouvez même l'intégration et non pas la dissolution de ces fameux préjudices temporaires, préjudices d'agrément, préjudices sexuels temporaires qui ont disparu de la jurisprudence et qui ont été renvoyés dans le DFT. Sauf que, et c'est là le paradoxe absolument incroyable, alors même que vous avez ce texte, tous les praticiens savent très bien que les marges de manœuvre sur le DFT sont quasi nulles et que ces fameuses classes, et je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais c'est connu de la plupart de ceux qui m'écoutent, sont devenues des instruments de barémisation et que, alors que dans les taux qui sont évoqués dans la fiche explicative de la REDOC, on vous explique que les fameux pourcentages sont les pourcentages d'une gêne totale incluant tous les paramètres de préjudice temporaire personnel que j'ai évoqués qui ont été intégrés dans le déficit fonctionnel temporaire. En pratique, comment font la plupart des médecins et des experts dans les réunions? Ils commencent par fixer une date de consolidation, un taux d'AIPP, DFP, Alice Baroli va faire un exposé après, vous verrez à quel point c'est confus, mais un taux. Et ensuite, ils font décroître les atteintes jusqu'à retrouver ce taux, ils les font décroître progressivement en se fixant sur les mêmes critères que ceux du taux d'AIPP, alors même que, ça a été très bien dit ce matin dans une intervention, et je vous le redis d'une autre manière, et nous le savons tous, les ingrédients du DFT sont complètement différents. Voilà à quoi conduit l'écrasement méthodologique d'une préconisation technique, celle des classes, qui, dans la manière dont elle est préconisée et dans le manque d'interaction, puisque là, c'est évidemment la chose des médecins. On est dans un taux qui est l'héritier des taux d'incapacité, donc rien de plus médical que ça. Existent les juristes, existent les préjudices temporaires, existe le préjudice sexuel, existe mon directeur de club de foot amateur qui pendant 3 ans, il avait 3 entraînements par semaine, ils étaient classés au championnat amateur et privés totalement de foot, il a sa classe comme les autres. Et ensuite, vous verrez, maître, sauf qu'on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Les classes sont indexées. J'aurais peut-être 27 € au lieu de 25. La belle affaire. 27 € au lieu de 25 pour une vie sportive absolument intensive, totalement foutue pendant 3 ans. Alors, que préconise l'ANADOC dans un cas comme ça? Mais tout simplement, soit de revenir à la source, c'est-à-dire d'intégrer véritablement, au-delà de ce système de classe, dans un véritable taux de gêne, les éléments de préjudice, des éléments personnels, de préjudice extra-patrimoniaux, ou bien de procéder à une description séparée qui assumera, affirmera, dira clairement dans le rapport qu'elle n'est pas incluse
dans le taux qui a été fixé avant avec les classes hautes. Vous voyez qu'on n'a pas inventé le fil à coupe et le beurre. Ça n'a quand même rien d'extraordinaire, cette petite fiche de recette de l'ANADOC. Cette fiche, elle dit juste, et vous comprenez l'interaction là entre les médecins et les juristes, elle dit juste parce que les juristes, là, on dit attention, attention, il y a eu des éléments qui étaient reconnus par la jurisprudence, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires. La Cour de cassation ne nous a pas dit qu'ils n'existaient plus. Elle nous a dit qu'ils relevaient du poste DFT. Donc, vous ne pouvez plus raisonner uniquement par ces histoires de taux qui sont dévoyés et qui sont les mêmes taux que ceux de la IPP. Vous devez techniquement, pratiquement, distinguer cela et dans la rédaction et dans les conclusions. C'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous croyez franchement que ce type d'adaptation technique pourrait intervenir sans qu'il y ait une interaction constante, des arrêts, enfin ceux qui essayent de suivre la jurisprudence, des arrêts qui remettent, qui ressortent, surtout qui remettent, qui globalisent dans des éléments de préjudice. On l'a très bien dit ce matin, on est en réalité dans une situation où la nomenclature actuellement n'est pas indicative. La Cour de cassation veut faire rentrer à toute force les éléments qui sortent au fur et à mesure dans des préjudices séparés, elle les fait rentrer dans d'autres préjudices. On a parlé ce matin des souffrances, c'est un excellent exemple. La fiche des souffrances me faisait vraiment penser à l'arborescence qui était présentée par l'intervenante de ce matin. Et donc, on voit bien qu'à partir du moment où des postes de préjudice ne sont pas admis de manière séparée, il faudra en permanence revisiter les techniques qui concernent les postes de la nomenclature. Et comment les revisiter, si ce n'est en multipliant et en rendant constantes les interactions entre les juristes et les médecins, non pas pour faire le boulot des médecins à leur place, mais pour en permanence les interpeller dès la matrice, dès la recette de cuisine, si j'ose dire, pardonnez-moi cette expression, c'est-à-dire dès la préconisation. Et je vais terminer en revenant sur la formule d'Isabelle Bessières-Roch dans son éditorial tout à l'heure. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, que depuis 40 ans, la création de la REDOC, tout le processus amiable, 90% des dossiers réglés en amiable en matière d'accident de la circulation, entre les deux parties, l'assureur et la victime, est réglé sur un modus operandi, sur une façon de décrire les postes. À quoi ça sert tout ce qu'on raconte sur les postes de préjudice si on ne s'intéresse pas à la manière dont ils sont décrits ab initio? Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on a fait l'ANADOC. On s'est aperçu qu'on parlait dans le vide. On disait qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. On dit, attendez, revenons au rapport, cher maître. Que nous dit l'expertise? Bon, c'est évidemment au stade de l'expertise que l'essentiel se joue. Et ça fait 40 ans que la partie se joue avec des règles et un arbitrage qui appartiennent uniquement à l'un de ceux qui concourent au match. Donc l'idée, c'est évidemment de rétablir un tout petit peu d'égalité là-dedans et d'établir une interaction, comme le disait le docteur Donou, entre ceux qui assistent les victimes et les payeurs. Et bien évidemment que la prochaine étape, et j'en termine par là, ça sera le barème. Allez voir sur la page de garde du barème du concours médical, il y a la liste des contributeurs. Vous avez des gens qui à l'époque étaient des experts judiciaires, vous avez des gens qui étaient des médecins de compagnie, vous n'avez pas un seul contributeur qui était un médecin de recours. Ce n'est pas la seule explication à un certain nombre d'anomalies de ce barème. Je pense que ça fait quand même partie des explications. Vous transmettrez quand même toutes mes amitiés à Isabelle Bessières en disant que j'ai beaucoup d'estime pour elle, d'admiration même pour elle, parce qu'elle fait un travail extraordinaire et que rien ne me plaira plus qu'elle puisse répondre à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Merci de votre attention.